Donc j'ai regardé un petit peu plus loin, à 10-12 mètres, c'est là où j'ai vu en fait les vêtements bleus qui correspondaient à la description. Je me souviens m'être réveillée dans la nuit. J'ai ouvert la porte de la chambre et là j'ai vu un grand mur de flammes devant moi. Alors que leur enfant était en danger de mort, c'est un inconnu qui leur est venu en aide. Il est arrivé, lui, tout seul, avec son courage, à bout de bras, et sa volonté de nous aider. C'est tout. J'ai entendu un monsieur qui criait « C'est à qui la petite fille? C'est à qui la petite fille ?» Ça fait mal au fond de soi. On n'aime pas repenser à des moments comme ça. Je l'ai ramené avec difficulté parce que le sol n'est pas évident, il y a encore des trous d'eau. C'était vraiment des flammes au-dessus de sa tête. C'était plus de la fumée, c'était à 30 secondes près. Aujourd'hui, ils veulent lui rendre hommage. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de le retrouver et encore lui dire merci et encore lui dire qu'il a sauvé notre famille parce que, évidemment, ça aurait été terrible, quoi. Tu n'es pas juste le voisin d'à côté à qui on va frapper un soir parce qu'on a un incendie. Tu es le monsieur qui a sauvé la vie de mes filles. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les parents que je reçois aujourd'hui ont vécu une épreuve traumatisante. Imaginez une seconde que vous voyez votre enfant en danger de mort sous vos yeux et que vous vous sentiez impuissant. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à nos invités jusqu'au moment où un inconnu est intervenu pour le sauver. Ils ne l'ont jamais oublié et se sentent redevables à vie. C'est pour lui rendre hommage qu'ils sont ici aujourd'hui. Il a sauvé mon enfant, c'est le titre de toute une histoire. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous L'Histoire continue. Nous retrouverons d'anciens invités, Kevin ainsi qu'Aneva, qui nous avaient beaucoup touchés et nous verrons ce qu'ils sont devenus depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, Un enfant en danger, et saluons Marie, accompagnée de ses 3 filles. Bonjour. Le 14 décembre 2003, après avoir couché vos enfants, vous vous êtes endormi sur le canapé devant votre télé. Qu'est-ce qui vous a réveillé en pleine nuit? Une sensation de chaleur, une odeur étouffante. Lorsqu'on ouvre les yeux, on voit que, en fait, tout brûle. Tout ce qui m'entoure était en train de brûler. Je me rappelle encore de mon téléphone qui fondait sous l'effet de la chaleur elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? On tente de s'enfuir? Non, on pense à ses enfants. C'est le premier réflexe, c'est les filles, où est-ce qu'elles sont? Enfin, il faut aller les chercher. Et en fait... Elles étaient où, les filles? Dans leur chambre. Elles dormaient, au milieu de la nuit, tout le monde dormait. Et pour accéder à leur chambre, il faut qu'on passe par un petit couloir qui servait leur chambre. Et cette porte qui amenait au couloir était déjà en flammes. Donc j'ai pris le canapé sur lequel je dormais, j'ai enfoncé la porte. Erreur, parce que du coup ça fait un appel d'air et puis ça a accentué les flammes. Mais on ne se rend pas compte à ce moment-là. Et là, la solution, c'est de sauter par la fenêtre, faire le tour. C'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Il y avait un étage? On habitait au premier étage. Donc vous avez sauté du premier étage par la fenêtre? Je n'ai pas tellement réfléchi. La première chose qui m'est venue, c'est rejoindre mes filles et c'était la seule solution pour y accéder. Elles étaient toutes les 3 à la fenêtre? Oui. Toutes les 3 à la fenêtre. Mm. C'est très dur de se dire, mes filles, elles sont là-haut, moi je suis dehors, et c'est juste pas possible. Alors Céline, vous êtes la fille aînée de Marie, vous aviez à l'époque 11 ans. Quel souvenir gardez-vous de votre réveil? Est-ce que vous avez senti l'odeur du brûlé? Est-ce que vous avez senti la chaleur? Je me souviens m'être réveillée dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, je me suis réveillée. J'ai ouvert la porte de la chambre
Et là, j'ai vu un grand mur de flammes devant moi, mais un mur en haut, en bas, à gauche, à droite. Et une bouffée d'air comme ça, tout de suite m'est arrivée, une chaleur intense. Et je me suis mis à crier réveiller mes sœurs. Vous étiez dans la même chambre, toutes Ouais, les trois? toutes les trois dans la même chambre. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de flammes dans les chambres? Mais ça arrivait très très vite, hein, parce que le fait d'ouvrir la porte, Ouais, ça fait un appel d'air. ça fait un appel d'air et ça arrivait très 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 rapidement. Alors, donc, ce qu'on retient déjà de ce que vous racontez, c'est qu'il ne faut pas, dans ce genre de situation, ouvrir les portes. Voilà. Oui, mais on ne réfléchit pas. Oui. Ouvrir non, les mais portes, au moins ouvrir pour ceux les qui regardent fenêtres. aujourd'hui, Voilà. j'espère que ça ne leur arrivera pas, mais Mais si ça arrive, on ne ne sait pas jamais. ouvrir. Quoi. Il vaut mieux retenir cette leçon-là. Donc, vous réveillez vos sœurs, vous pensez à votre mère, j'imagine? Je pense Vous à ma l'appelez? mère. Dans ma tête, je sais que elle dort de l'autre côté. D'habitude, elle dort de l'autre côté. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'elle était de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? De l'autre côté des flammes. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des flammes? On ne sait pas. Vous vous êtes dit quoi? Qu'elle Je était me suis brûlée? dit que là, j'étais seule avec mes sœurs, que j'avais plus de mère, que j'étais seule avec mes sœurs, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Sophie, vous aviez 8 ans. Quel souvenir gardez-vous de tout ça? Moi, quand Céline s'est levée, en fait, et qu'elle a ouvert la porte, mon lit était face à la porte. Et dû à l'appel d'air, en fait, ça m'a réveillée brutalement et j'ai vu des flammes en face de moi et j'étais pétrifiée, impossible de bouger, terrorisée par la peur. Vous avez été blessée, vous, cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la chaleur, les ampoules ont explosé. Et en marchant, j'ai marché sur un morceau de verre qui a fait que ça m'a un peu brûlé le pied. Qu'est-ce que vous ressentiez, en fait, sous la fenêtre de de la chambre de vos enfants, impuissante? On se sent inutile, on se sent impuissante, on a peur pour eux. On se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit. Et on réfléchit vite, on a peur, très peur. Et à ce moment-là, on se rappelle en une fraction de seconde qu'il y a un pompier qui habite de l'autre côté de la rue, qu'on avait emménagé peut-être 15 jours, 3 semaines avant, que ce pompier-là, on le connaît parce qu'on a été passé son brevet de secourisme 4 mois plus tôt, des rapprochements d'idées, et là, c'est terrible, là. Je vois que vous êtes émue à l'évocation de ces souvenirs. Peut-être avez-vous gardé longtemps tout ça en vous? Ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'on n'oublie pas. Et ça fait 10 ans qu'on y pense à chaque fois qu'on voit un film à la télévision. Ça fait 10 ans que quand on fait à manger et qu'on voit un peu plus de flammes, il y a toujours des comebacks. Ça fait 10 ans et ça fera peut-être encore 10 ans de plus ou 20 ans de plus. C'est des choses qui sont imprégnées, qu'on ne peut pas oublier, qui font partie de vous. Et vous n'avez pas pu en parler depuis 10 ans? Je le fais maintenant. C'est important pour vous de le faire aujourd'hui? C'est important de le faire à un moment et l'occasion m'est donnée de le faire aujourd'hui. C'est important que les gens sachent que même si on se croit tout seul, on n'est jamais vraiment tout seul, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous tendre la main. C'est important que mes filles l'entendent aussi, de ma bouche aussi, à un moment donné. Alors ce quelqu'un, c'était justement ce voisin auquel vous avez pensé? François François Grangier. Donc vous êtes allé le réveiller? Alors, quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas, moi, seule, faire en sorte que mes filles sortent de cet enfer, j'ai traversé les 10 mètres qui séparent sa maison de la mienne et j'ai tambouriné à la porte en demandant de l'aide et je lui ai dit que c'était Marie qui avait le feu à la maison. J'ai entendu un « j'arrive » et on est rassuré après. On sait qu'on a entendu que François va venir, qu'il va forcément faire quelque chose. Alors il est venu comme ça en courant, il avait amené du matériel, non, il avait est du venu matériel comme il chez était, lui. En fait, il avait une porte vitrée chez lui, je revois tout à fait la scène. Et je l'ai vu descendre ses escaliers en train d'enfiler son jean, enfin un pantalon, un truc, 4 pattes, là, enfin, très très vite. Je ne l'ai pas attendu, je suis allée retrouver mes filles sous la fenêtre. François était quasiment à ma hauteur et là, je me suis dit, lui, il va savoir quoi faire. Alors, comment il a procédé? Alors, il a ordonné à Céline... Enfin, d'abord, il est arrivé, il a regardé. Ça a été très, très vite. Et il a demandé à Céline de tenir sa sœur à bout de bras, en se baissant un maximum.
Donc j'ai bien compris que c'était pour gagner de la hauteur. Il faut savoir que Lydie, à l'époque, n'avait que 2 ans. Et donc il réceptionne Lydie, me la donne dans mes bras. Et là, coup de grâce, François s'en va. Il s'en va? Ouais, il s'en va, Mais comme où? ça. Ah bah il s'en va, sur l'instant on ne sait pas. Et moi je regarde, je fais, mais une c'est pas assez, hein. Moi je veux mes 3 filles, je veux tous mes enfants. C'est pas possible qu'il me laisse comme ça. Je comprends pas, c'est pas lui, c'est pas le personnage, quoi. Et je le vois arriver avec sa voiture. Et là on comprend qu'en fait il cherche à gagner de la hauteur. Mais enfin il nous explique pas. Et puis en même temps il n'a pas le temps de s'expliquer. Je suppose à ce moment-là que son idée fixe c'est sauver les filles, hein. Et donc il est monté sur le capot de sa voiture qu'il a égratigné tout le long du mur. En 30 secondes, la voiture était là. En 30 secondes, il était sur le toit. Il parlait avec Céline. Et moi, je regardais tout ce qui se passait un peu avec du recul, avec Lydie qui me collait, mais telle une ventouse, qui ne me lâchait plus, qui s'est un peu oubliée sur moi aussi. Enfin, Tu t'en souviens, toi, Lydie, de ça? Je me rappelle que pendant 2 jours, j'étais collée à elle. Je la lâchais plus, je voulais pas la lâcher, j'avais trop peur. T'avais eu très peur J'avais peur. quand il t'a dit de sauter, quand ta sœur te tenait à bout de bras. Tu t'en souviens de cette scène? Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas. Tu te rappelles juste d'être accrochée à ta maman pour qu'elle te protège. J'avais peur, c'est ma mère, du coup, j'étais à elle. L'émotion, hein. Alors, comment il a réussi à faire sortir les filles, alors? Donc, une fois qu'il a mis sa voiture... après, il a demandé à Sophie de sauter. Céline était avec Sophie, donc elles restaient toutes les deux dans l'appartement. Sophie s'est assise sur le bord de la fenêtre et a plongé dans les bras de François. François s'est servi de son capot de voiture tel un toboggan pour que je réceptionne Sophie, ce qui a été difficile avec Lydie déjà dans mes bras. Il a ouvert le capot? Non, elle a glissé. Il était sur son toit et il a récupéré Sophie. Sur la vitre, alors? Et il a fait glisser sur la vitre. J'ai récupéré Sophie qui s'est collée à ma chambre. Et sans même avoir eu le temps de récupérer Sophie, Céline arrive. Et Céline, elle s'est couchée sur le bord de la fenêtre parce que là, c'était plus de la fumée, c'était vraiment... François, c'est vraiment des flammes... la voiture en question, c'était vraiment des flammes au-dessus de sa tête. C'était plus de la fumée, c'était à 30 secondes près. C'était très court. Ça a été une série de réflexes, pas d'explication, pas de réflexion. Et en fait, quand on a tous ces enfants, à ce moment-là, je vous assure qu'il n'y a rien de compte. Rien n'est grave. Tout est tellement superficiel. Même si juste à 2 mètres, il y a la maison qui brûle, hein, elle peut brûler tout ce qu'elle veut après. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pour que ce soit un exutoire, j'imagine, pour vous? Pour que ce soit un exutoire pour aussi lui rendre hommage. À qui? À François. Parce que sans François, comme je disais, on n'est pas là. C'est pas juste un voisin qu'on réveille, c'est quelqu'un qui marque votre vie et à qui on voue une reconnaissance à vie. C'est toujours votre voisin, François? Non, j'ai quitté la région quelque temps après Ça va, Lydie? l'incendie. Ça va, ça va. Des petites larmes quand même, hein. Ça t'émeut de repenser à tout ça? Ça fait bizarre. Quoi? Ça fait bizarre de se remémorer tout ça. Vous en parlez entre vous? Non? T'en avais jamais reparlé? J'en ai reparlé souvent avec Elle est mes mignonne, parents. elle est trop chou, elle. Tu as quel âge aujourd'hui? 12 ans. 12 ans? T'en avais jamais reparlé avec tes sœurs? Non. Avec tes copines? Non plus, j'aime pas en parler. Pourquoi t'aimes pas en parler? T'as l'impression que ça va recommencer quand t'en parles? C'est pas ça, c'est que ça fait mal au fond de soi. On n'aime pas repenser à des moments comme ça. Tu connais Yvonne? T'en as déjà entendu parler d'Yvonne? Non. Donc c'est la dame qui est là, qui est notre psychologue, hein, et qui explique bien les situations. Et j'imagine que pour toute cette famille, c'est important de finir par en parler quand même, Yvonne. Exprimer
Surtout pour Lydie, parce que quand tu as été toute petite et que tu as vécu ce traumatisme, tu n'as pas la même sensation et surtout pas les mêmes images que ta maman et tes sœurs. Pourquoi? Parce que tu as vécu ça dans ton corps. Ça s'appelle une mémoire sensorielle. Donc tu n'avais pas le réflexe de pouvoir en parler. Et aujourd'hui, de mettre des mots, et bien, tout remonte et c'est totalement normal. Il faut pouvoir en parler, ça s'appelle métaboliser l'événement parce que c'est un véritable traumatisme. Et surtout, quand on vit ça, pardon. Yvonne est très en forme quand même pour son retour, pour cette nouvelle saison. Métaboliser l'événement, donc ça s'appelle, vous dites. Céline avait l'âge de Sophie aujourd'hui. Pardon? Céline avait l'âge de Sophie aujourd'hui. C'est Lydie. Lydie. Et faut se rendre compte que c'est une petite gamine comme elle Ouais. qui a sauvé deux jeunes sœurs plus jeunes. C'est pas très grand, quoi. Et aujourd'hui, Lydie a l'âge de sa sœur au moment des faits. Et Céline, vous en gardez quel souvenir de tout ça? Est-ce que vous vous êtes pris pour un héros, une héroïne? Non, j'ai pas réfléchi, j'ai pas calculé. C'est que des réflexes. C'est l'instant présent. De toute façon, on n'a pas le temps de penser à ce qu'on va faire, ne serait-ce que dans la prochaine minute. Donc, C'est un tel événement, il y a deux positions. Soit on est paniqué et on a peur et on ne peut rien faire, on est tétanisé. Et vous trois, vous avez eu de toute façon des réflexes totalement différents. Vous, Sophie, vous avez eu peur et vous n'avez rien ressenti. Vous avez réussi à prendre votre petite sœur. Quant à Marie, dans un premier temps, vous avez agi. Vous avez agi, mais d'une manière totalement irréfléchie, ce qui est normal parce que c'est traumatique. Et après, l'impuissance totale. Qu'est-ce que je vais faire? 3 enfants qui sont là et le spectre de voir ces enfants disparaître, c'est insoutenable. Et c'est là que la panique et l'effroi arrivent. Enfin, et il faut dans son cas, elle n'a pas vécu ça. Elle a été d'une efficacité incroyable. Dans un premier temps efficace et après figé. Après, ça a été figé. Dès qu'on commence à réfléchir, on s'effondre. On a l'impression au début de porter le monde parce qu'il faut faire quelque chose, on ne sait pas trop. Et après, on vient de faire 15 marathons tellement on est fatigué, quoi. Parce que vous savez, il y a aussi une réponse totalement physiologique quand on est face à un tel événement traumatique, d'une telle intensité. Eh bien, on a une réponse physiologique. On a notre force qui est décuplée par 7, multipliée par 7. C'est-à-dire qu'on ne souffre pas, on est dissocié, on ne souffre pas, on ne ressent pas la douleur. Et alors, on a une force incommensurable, mais on perd parfois les réflexes. D'où l'appel à un tiers qui a du sang-froid et qui sait exactement ce qu'il faut faire. Parce que quand on est face à ces enfants, il est évident que l'émotion est d'une telle intensité qu'on ne peut pas réfléchir et on ne peut pas avoir les réflexes adéquats. Donc ce François, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous souhaitiez lui rendre hommage aujourd'hui. Vous avez déménagé, c'est ça? On a déménagé, on a plus que déménagé, on a carrément quitté la région parce que c'était pas gérable. Je l'ai peut-être revu une fois en 10 ans, 1 ou 2 fois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est peut-être il y a 3 ans. Voire 4, je ne sais même plus. 4 ans. Oui, lui rendre hommage, parce que, bien sûr, lui rendre hommage. Vous avez déjà eu l'occasion de le lui dire, j'imagine? Oui, mais l'occasion aujourd'hui m'est donnée de le faire en public et il n'y aura jamais de merci assez grand. Il n'y a pas de mots. Et je ne sais pas, pourtant, la langue française est très étendue. Mais il n'y a pas de mots vraiment pour exprimer ce que je lui dois. Je lui dois elle, quoi. La vie de vos filles. Et c'est pas peu de dire. Hein. Bien sûr. Et la vôtre. Sauvez vos enfants, mais aussi vous, parce que c'est assez extraordinaire. Mais généralement, ce genre d'acte dit héroïque, le héros en question ne veut pas un tel remerciement. Ils sont dans l'humilité totale. Ils ne veulent pas de dépendance, mais néanmoins, lui aussi a avec vous un lien inaltérable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Voilà. Alors, on va saluer à présent un autre héros, Jean-Henri. On va vous demander si vous avez ressenti tout ça. Alors, vous êtes policier municipal. C'est la première fois que j'ai l'honneur de recevoir un policier municipal en tenue. C'est très impressionnant. À Magnac-sur-Touvre. Touvreau, à côté d'Angoulême. D'accord. En Charente. Vous exercez ce métier depuis 8 ans. Tout à fait. Et le 3 octobre dernier, vous viviez une matinée qui avait débuté comme une autre, jusqu'à un coup de téléphone. Tout à fait. C'était une matinée, comme toutes les matinées qu'on peut vivre au travail.
excepté qu'à midi moins 10, je reçois un coup de téléphone de mon collègue de la police municipale de la commune voisine qui m'informe de la disparition d'un enfant de 4 ans. Comment vous avez réagi? Je me suis tout de suite rendu dans un endroit de la commune où se trouve une passerelle qui relie la berge de Magnac avec la berge de la commune voisine. Il y a un lavoir qui est au pied de la passerelle où les familles vont régulièrement avec leurs enfants pour voir les cygnes et les canards. Donc j'ai fait le tour du lavoir, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Donc je suis monté à ce moment-là sur la passerelle. Et c'est en étant sur la passerelle, en me retournant pour voir les berges, pour voir si je n'avais pas oublié un buisson ou un recoin dissimulé, où j'ai aperçu en fait un biberon qui flottait à 5-6 mètres de la passerelle. Donc là, vous vous êtes dit, il a dû se noyer. Voilà, il est peut-être sur une berge, il est peut-être au milieu. Et en fait, c'est en regardant plus loin que j'ai aperçu en fait le petit garçon qui était complètement nu à 80 mètres de la passerelle au milieu de l'eau. Donc à ce moment-là, j'ai tout de suite appelé mon collègue qui m'avait contacté pour lui signaler ma présence, l'endroit où j'étais, que j'avais l'enfant en visu, qu'il était vivant pour le moment et que j'allais descendre dans l'eau, chercher l'enfant. À la nage? La nage, pas forcément, parce que pour un adulte, le niveau variait. Je pouvais avoir de l'eau jusqu'au cou, ou ne plus avoir pied si j'étais dans un trou. Donc quand je suis arrivé à lui, il m'a regardé, il m'a attrapé au cou, il m'a serré, puis il s'est laissé complètement tomber. Il était exténué, il était tétanisé par l'hypothermie de l'eau. Donc à ce moment-là, j'ai fait le chemin inverse pour le ramener sur la rive. Entre-temps, il a craché beaucoup d'eau. Je pense qu'il avait dû boire la tasse, entre guillemets, plusieurs fois, donc il a craché beaucoup. La maman a été prévenue? Alors la maman a dû être prévenue, elle est arrivée très vite sur place, parce que les pompiers sont arrivés quasiment 2 minutes après que l'enfant soit sorti. Et la maman, je l'ai juste aperçue passer en direction de l'ambulance, monter dans l'ambulance avec son petit, et après, avec la prise en charge des sapeurs-pompiers, ils sont partis au centre hospitalier. Elle a eu le temps de vous voir? Elle a demandé qui avait sauvé son enfant? Personne m'a dit qu'elle avait essayé de chercher à savoir qui avait sauvé son enfant. Elle s'est souciée de son enfant, elle est montée dans l'ambulance, elle est partie. C'est le seul moment où j'ai pu l'apercevoir. Alors, vous n'arrivez pas à oublier cet enfant et vous êtes actuellement en pleine recherche pour tenter de le retrouver. Nous sommes revenus avec vous sur les lieux de l'incident, sur la trace de Charles-Élie. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, en Charente. Depuis qu'il a sauvé un petit garçon de la noyade, Jean-Henri remue ciel et terre pour tenter de le retrouver. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il a rendez-vous à la mairie pour tenter de recueillir des informations sur cet enfant. Je voulais savoir s'il était possible d'obtenir des renseignements sur la localisation de l'enfant. La difficulté, c'est la loi. Hein. On peut pas, tout à fait, ouais. On peut pas faire autrement que de protéger la famille et l'enfant. Mais par contre, si les parents se manifestent, si vous en êtes d'accord, on pourra lui fournir votre numéro de téléphone. Voilà. Comme ça, tout le monde aura des nouvelles du petit garçon. Merci beaucoup de ces renseignements. Je vous en prie. Parfois, c'est décourageant parce qu'on se heurte toujours au secret professionnel par rapport aux adresses des personnes. Mais on garde toujours un petit espoir de croiser cet enfant sur un coin de rue ou dans la commune ou ailleurs. Donc, il y a toujours un petit espoir. Bernard est le maire du village. Salut Jean-Henri, ça va? Ouais. On y va? Allez, c'est parti. C'est lui que Jean-Henri a prévenu après avoir localisé l'enfant. C'est donc l'un des premiers à être arrivé sur place. Bon, je me suis mis vers le milieu de la passerelle, par là. J'ai d'abord regardé dans un premier temps du haut du lavoir, voir si j'avais pas oublié les recoins qui se trouvent sur les côtés. Et c'est ensuite, en me retournant, donc j'ai regardé un petit peu plus loin, à 10-12 mètres, c'est là où j'ai vu en fait les vêtements bleus qui correspondaient à la description. Là, c'est un petit coup, le petit coup de massue derrière la tête. On peut vraiment s'imaginer au pire que l'enfant est noyé. Et c'est en fait en essayant de rechercher quelque chose à proximité que j'ai aperçu au loin l'enfant qui était encore vivant. D'accord. Je l'ai ramené avec difficulté parce que le sol n'est pas évident, il y a encore des trous d'eau. Et quand je suis arrivé à 20-30 mètres, en fait, j'ai aperçu un motard de la police nationale qui m'a aidé à le sortir à la première pile du pont.
Et quand tu as vu la maman et qu'elle s'est rendue compte que l'enfant était sauvé, qu'est-ce que tu attendais des parents? Ce qu'on attendait tous, c'est le lendemain, qu'on ait un retour de la suite. famille. Voilà, un signe de bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jean-Henri est déterminé à retrouver cet enfant. Dans son entourage, certains ne comprennent pas son obstination. C'est notamment le cas de l'une de ses amies, Elisabeth. Tu penses que si tu revoyais l'enfant, le petit, ça t'aiderait à finir cette histoire? Ça la clôturait d'une certaine manière, ça serait le petit point final de la phrase. Aujourd'hui, tu as fait une belle action, tu as fait ton maximum, tu ne peux pas faire plus. Maintenant, peut-être que la maman, aujourd'hui, elle n'a pas envie de revivre tous ses souvenirs. Le fait de te revoir, ça pourrait lui rappeler tous ces événements. Tout à fait, ouais, c'est clair. Ça ne t'a pas préparé, mais bon, tu vas peut-être pouvoir vivre d'autres événements difficiles. Ah ben, manière, je suis Par rapport à ton voilà, on est métier. forcément emmené à en voir d'autres. Hein. Donc voilà, il faut que tu te renforces par rapport à ça. C'est sûr. Encore? Ouais, beaucoup plus bon que ça. Ah mais tu vas partir en l'air là. Ah, je m'en T'es fiche. prêt? Papa d'un petit garçon et d'une petite fille, Jean-Henri n'a écouté que son cœur de père de famille lors de ce sauvetage. Ça m'a touché en tant que père parce que j'ai des enfants qui sont dans le créneau d'âge à peu près du petit garçon. Donc forcément on se sent concerné, encore plus concerné. Et quand on voit qu'il est vivant, on est encore plus impliqué pour aller le sauver. J'ai tout pour être heureux. Mais le fait de revoir le petit garçon serait forcément un petit plus. Et j'aimerais tout simplement avoir de ses nouvelles et savoir qu'il aille bien et que tout se passe bien pour lui actuellement. Alors, on voit le regard de votre fils sur vous. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard quand il sera grand? Bah, pour l'instant, c'est rugbyman. Ah bon? Pas policier, pas gendarme. Non, rugbyman. Ah bon, Donc rugbyman. ça a le temps de changer, mais... Donc vous avez tout pour être heureux, sauf peut-être des nouvelles de ce petit garçon. Si la mère de Charlélie nous regarde aujourd'hui, quel message aimeriez-vous lui faire passer? Si elle nous regarde aujourd'hui avec le petit Charlélie, bah, lui faire passer le message que j'aimerais bien avoir des nouvelles de l'enfant. Parce que, comme c'était dit dans le reportage, quand on est père en plus d'enfants dans les âges du petit, on est plus impliqué, on a peut-être un lien qui se crée avec l'enfant de par ce sauvetage. Donc inconsciemment, bah, j'ai besoin de savoir aujourd'hui comment il va, s'il s'est remis de son traumatisme, s'il en garde quelque chose ou autre. Donc si jamais elle écoute l'émission, je crois savoir que je ne travaille pas très loin de son domicile. Donc si elle veut passer me voir, il n'y a pas de souci, ma porte de bureau est grande ouverte. Ou alors s'ils ne veulent pas faire une démarche de venir personnellement, un coup de téléphone ou un petit courrier en donnant des nouvelles de Charlélie, bah, ça suffirait amplement. En tout cas, si elle nous contacte, on vous mettra bien sûr en relation. Et puis, vous serez cet après-midi sur le chat de notre émission. Tout à fait. Yvonne, une réaction peut-être à ce témoignage? Oui, sauver un enfant, je veux dire, de lui redonner la vie, c'est que ça a mis en œuvre chez vous une forme de lien parental. Vous en parlez comme d'un petit à qui vous voudriez revoir. C'est-à-dire que je crois que la maman devrait aussi avoir conscience que Charlélie a envie de vous revoir parce qu'il s'est créé entre vous et lui un lien inaltérable. Et donc il a envie aussi de mettre un visage sur celui qui lui a redonné la vie. Agnès, bonjour. Bonjour. Une réaction peut-être au témoignage de Jean-Henri? Oui, Jean-Henri recherche donc ce petit garçon, enfin cette famille pour retrouver, pour avoir des nouvelles de petit garçon. Moi, c'est un monsieur que je recherche qui a sauvé ma fille qui avait 2 ans, qui a sauvé ma fille de la noyade, qui avait 2 ans. Elle avait 2 ans à l'époque. Et donc voilà, ma venue aujourd'hui pour cet appel. Ça fait combien de temps? Ça fait 26 ans. 26 ans? Oui. Et vous le cherchez depuis 26 ans? Pas tout à fait. J'ai occulté l'accident. Vous l'avez occulté? Je l'ai occulté, je l'ai oublié pendant un certain temps. Et un jour, il y a eu un bandeau sur l'émission de Jean-Luc Delarue qui parlait des enfants sauvés comme ça par une personne, excusez-moi. Et là, c'est revenu. Et aujourd'hui, me voilà.
Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors ce jour-là, on était fin août, en 87, et ma sœur était passée en retour de vacances, était passée me voir. Et donc on est parti faire un petit tour dans le parc. On est à Château-du-Loir, dans le parc Henri Goude. Elle a une petite fille qui a le même âge que la mienne. Et donc les enfants jouaient, se couraient après, enfin voilà. Et donc je voyais bien ma nièce, mais je ne voyais pas ma fille. Mais pour moi, elle arrivait tout de suite, quoi. Voilà, elles couraient, elles étaient... Et dans le moment, presque aussitôt, j'ai entendu un monsieur qui criait « C'est à qui la petite fille? C'est à qui la petite fille ?» Vous étiez installé où, vous, dans Sur le un parc? banc. Sur un banc. Vous étiez en train de papoter avec Oui, votre sœur? voilà, tout à fait. On était sur un banc. Il y avait un tout petit bosquet derrière. Et donc, ma sœur me dit « Mais c'est pas Isoline ?» Mais ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vue, votre fille? Non, elle se courait après. Ouais. Ça a été une fraction de seconde. Ça. Et ma sœur me dit donc que c'est peut-être Isoline. Donc je dis non, elle était là. Isoline? Oui, Isoline, oui. Et le monsieur continue à répéter, c'est à qui la petite fille? Et moi, je me suis dit, non, il faut quand même que j'aille voir, que je sois sûre de... si c'est pas ma fille, vraiment. Et là, je me suis levée en une fraction de seconde, j'ai vu que c'était ma fille. Elle était... Le monsieur la tenait dans ses bras. Il était couvert de verre. C'était des lentilles d'eau. Vous savez, des lentilles d'eau qui se posent sur l'eau. C'était un tout petite étendue d'eau, toute petite. Hein. Et voilà, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était allé la chercher au fond, parce qu'il en avait jusque sur les épaules. Quoi. Donc elle était tombée dans un étang? C'est tout petit, c'était tout petit. C'était peut-être grand comme le rond. Et je pense qu'il a dû la voir tomber, mais elle a pris ça pour de la pelouse, quoi, je pense. C'était tout vert. Donc, et ce monsieur était présent, il l'a vu tomber certainement. Heureusement, parce qu'à quelques secondes près, elle se serait noyée, certainement. Tout à fait. Et en plus, on aurait pu ne pas la retrouver, parce que le verre aurait pu recouvrir tout. Oui, oui. C'était qui ce monsieur? Il ressemblait à quoi? Quel âge? C'était un jeune homme dans la vingtaine, il me semble. Vous avez eu un échange avec lui? Merci, c'est tout. Il est parti? Il est parti. Je n'ai pas eu le réflexe de lui demander son nom, rien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais bien essayer de le retrouver et encore lui dire merci et encore lui dire qu'il a sauvé notre famille parce que, évidemment, ça aurait été terrible, quoi. Comment vous vous expliquez que vous ayez occulté tout cela pendant tant d'années? J'ai quelques difficultés à vous répondre, je ne sais pas. Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà, c'est parfait alors. On va demander à Yvonne, elle, comment elle explique. Alors, quand on occulte, c'est parce qu'on a peur de voir un nouveau traumatisme de cet ordre apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si votre fille n'avait que 2 ans, on a un rapport de surprotection extrême avec elle. On fusionne avec elle. Donc, on occulte, on est juste avec elle. Alors, pourquoi voulez-vous le retrouver? Ça me paraît très important pour justement remettre en lumière vos souvenirs, parce que vous avez peut-être une vision différente de lui, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi pour votre fille, comme pour Lydie, qui a juste des souvenirs quasiment corporels, c'est-à-dire une mémoire émotionnelle, mais pas avec des mots. Et donc, le fait de vous rassembler, ça fait un tiers de votre histoire, ça va vous guérir de votre traumatisme. C'est comme un puzzle, il vous manque une partie manquante, et donc, quand vous allez le retrouver, eh bien, il y aura quelque chose de l'ordre d'une forme de complétude, voilà. Et même pour votre fille, ça peut être intéressant, parce qu'elle va pouvoir en parler et pouvoir peut-être se libérer peut-être de quelque chose de trop fusionnel que vous avez mis en place d'une manière très précoce. Elle a donc 28 ans aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle a exprimé le souhait de retrouver cet homme-là? Non, c'est plus moi parce qu'elle était petite, donc c'est plus moi qui voudrais encore pouvoir lui dire merci et puis lui dire ce qu'il a fait pour notre famille. Et aussi qu'il m'explique ce qu'il a vu. Voilà. Parce que moi, j'ai pas vu. Voilà. Et oui, parce que là, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, donc que vous avez occulté. Exactement. Ce que vous n'avez pas vu. Et je n'en ai jamais parlé à personne. Aujourd'hui, les gens sont étonnés que je sois à cette émission. Et Agnès, vous n'avez pas pu aussi parce que derrière tout cela, il y avait une petite culpabilité qui grondait, une forme de honte à exprimer cet événement, parce que vous n'étiez pas le manque d'attention à l'enfant qui échappe, quoi. Voilà. Alors, vous nous en parlez tout à l'heure de tout ça, à la fois de votre culpabilité. Vous nous direz
type de maman vous êtes devenue avec Isoline. Aurélie et Damien, bonjour. Alors, vous êtes mariés en mai 2010. Aurélie, vous êtes tombée enceinte de Maëlys quelques mois après. Le 17 juin 2011, alors que vous étiez enceinte de 6 mois, vous êtes sortis. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On se promenait avec ma belle-mère, Damien et ma belle-sœur. Tout se passait très bien. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui me disait qu'il ne se passait pas bien. Je me suis arrêtée et j'ai vu du liquide amniotique qui a coulé. Et là, tétanisée, je ne voulais plus avancer. Et donc, vous étiez en train de perdre les os, j'imagine? Oui, c'est ça. Oui. Comment avez-vous réagi, Damien? Dans la panique, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la voiture. Et donc, j'ai voulu appeler les pompiers dans le parking. Et je me suis aperçu que je n'avais pas de réseau. Donc, j'ai décidé de mettre ma femme dans la voiture avec ma mère et ma sœur pour essayer d'aller à la sortie, pour pouvoir les appeler. Et c'est ce qu'on a fait, et les pompiers sont arrivés 10 minutes, 15 minutes après. Donc, vous étiez enceinte de 6 mois, donc c'était évidemment un peu trop tôt pour accoucher. Vous avez été transportée dans un hôpital, habilité à recevoir les grands prématurés. De quelle manière avez-vous été prise en charge à la maternité? Je vous avoue, j'ai peut-être fait un état de choc, comme disait précédemment sur les gens. Moi, je me suis enfermée, je n'ai pas tout compris. Je sais que durant la semaine que j'étais là, ils m'ont fait des différents contrôles. Ils ont regardé le cerveau de Maëlys si tout allait bien. Ils regardaient si j'avais assez de liquide amniotique. Si pour eux, tout se passait correctement, en fait. Et puis, une semaine après votre arrivée à l'hôpital, que s'est-il passé? Un matin, je me suis réveillée pour aller aux toilettes, quelque chose de classique. J'ai vu du sang. Ils m'ont dit que ce n'était pas bon signe, ne bougez pas et on va vous faire une césarienne. Donc, une césarienne. Vous étiez présent, Damien, à ce moment-là? Ils m'ont appelé, il devait être 8h, pour dire que ma femme, elle était partie au bloc opératoire depuis 6h30 du matin. Et moi, ils m'ont juste expliqué qu'ils allaient lui faire la césarienne parce qu'en fait, l'enfant était trop fatigué et qu'elle ne pouvait pas le faire naturellement. Donc, c'était l'enfant qui était en danger, plus que ma femme, en fait. C'était d'abord, il fallait sauver l'enfant pour pouvoir que ça se passe mieux pour la petite. Elle était dans quel état? Quand j'ai vu ma fille, elle était toute petite parce qu'elle faisait 37 cm et demi. Et elle était branchée avec plein d'électrodes, des petits ordinateurs. Elle était sous oxygène aussi, donc elle était toute fragile. Ses poumons étaient quand même totalement formés? C'était pas mature, justement. Donc une infirmière, Laetitia, s'est occupée de votre petite fille dès les premiers jours. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre avec elle? Qu'elle était très professionnelle, elle nous rassurait. C'est vrai que quand il y en avait un doute qu'un médecin nous expliquait ou qu'on ne comprenait pas, parce qu'en fait, il tenait un journal de bord tous les jours pour voir comment s'était passée la nuit, la journée ou à l'instant où on appelait. Et c'est vrai que des fois, on ne comprenait pas automatiquement les termes médicaux, donc elle nous expliquait peut-être avec des mots plus à nous que des termes médicaux qu'on ne comprenait pas automatiquement à chaque fois. Donc ça nous faisait du bien d'être comprises. Et elle nous disait, ne vous inquiétez pas, ça prendra du temps, mais ça viendra. Elle vous rassurait donc? Oui, ça faisait du bien. Et c'était important pour vous de vous sentir accompagnée? Oui, parce que j'ai fait quand même un blocage, j'ai pas voulu m'en occuper tout de suite quand je l'ai vue dans la couveuse plus tard en fait. C'est pas évident de s'occuper d'un tout petit bébé comme ça, avec des tuyaux partout, j'imagine que on doit avoir peur de mal faire. Ça sonne de partout, si vous touchez un bout de quelque chose qu'il ne faut pas. J'imagine qu'au début, on ne peut pas la prendre dans ses bras de toute façon. Non, il vous laisse la toucher à l'intérieur, mais la prendre c'est plus compliqué parce qu'il y a les fils, comme il vous expliquait, il y a les électrodes qui la relient, donc c'est plus compliqué. Donc apparemment, elle s'en est sortie, votre petite fille, oui, elle a survécu. Selon vous, en quoi ce lien qui s'est créé, qui s'est tissé avec cette infirmière et Maëlys a-t-il été important dans sa guérison? Je pense qu'elle l'a beaucoup boosté, comme elle faisait des apnées durant son hospitalisation. Et elle lui disait souvent, allez, arrête, Loulou, remonte, tu sais respirer toute seule, t'es une grande. Et quand aussi ils nous ont fait le sevrage aussi, parce qu'elle était sous oxygène. Donc petit à petit, ils essayent de lui enlever le masque et après ils lui mettent des petites lunettes pour essayer de baisser l'oxygène, de l'intensité de l'oxygène. Et puis après, lui enlever. Donc je pense que c'est grâce à elle que l'évolution peut-être a été plus rapide que peut-être qu'on aurait eu en fait.
Vous avez, vous aussi, Damien, constaté un progrès particulier chez votre fille? Oui, c'est quand Laetitia n'était pas présente, comme ils travaillent en 12 heures, donc il y a 2 équipes. On voyait que quand c'était avec Laetitia, elle faisait plus de choses avec elle, du sens que par rapport, comme elle vous disait, par rapport aux lunettes, pour pouvoir qu'elle respire toute seule, moins d'oxygène. Mais c'est étonnant de se dire qu'un tout petit bébé pouvait répondre à une sorte de coaching quand même je pense de que la c'est part avec d'une la voix. infirmière. Ouais, c'est avec la voix de l'infirmière. Ouais. Elle devait très bien savoir que c'était Laetitia qui était là et pas une autre. Et quand elle n'était pas là, c'était pas pareil? Non, c'était pas pareil. On sentait qu'elle était moins réceptive à ce que les infirmières disaient. Incroyable. Et on le reconnaît encore à l'heure du jour, quand elle lui parle, Maëlys, elle reconnaît sa voix. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui tous les deux? Pour lui rendre hommage et par le métier qu'elle fait, et puis parce qu'elle devient sa marraine en fait. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Comment ses parents ont-ils réussi à surmonter ce traumatisme et à se reconstruire grâce à ce héros qui a sauvé leur enfant? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre conjoint est militaire et il est actuellement au front ou sur un terrain dangereux. Votre mari risque d'être mobilisé pour partir en opération extérieure, vous redoutez son départ. Votre conjoint est militaire et vous êtes souvent seul pour faire face à l'éducation de vos enfants. Vous viviez mal le fait que votre conjoint parte régulièrement en mission et votre couple n'a pas tenu. Lors d'une opération militaire, votre mari a perdu la vie ou a été grièvement blessé et il garde des séquelles physiques ou psychologiques. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Tout à l'heure, dans l'Histoire continue, nous reprendrons des nouvelles de Kevin et Aneva. Kevin ne supportait plus que sa petite amie se laisse aller. Je lui ai dit, il va falloir que tu te bouges et que tu fasses du sport, tout ça, sinon moi je m'en vais, quoi. Quant à Aneva, la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec son fils menaçait son couple. Je me le suis complètement accaparée. Il y avait une bulle autour de nous et là, plus personne n'existe autour de moi. Où en sont-ils aujourd'hui? C'est ce qu'ils nous diront dans la dernière partie de l'émission. C'est quelque chose de positif pour elle et aussi pour nous. Ça va nous permettre d'avancer, puis de voir qu'elle se bat et qu'on s'est battu pour qu'elle arrive là où elle en est. Ça fait vraiment plaisir. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes enceinte ou avez eu un enfant et vous n'êtes pas sûr que votre mari soit le père. Vous avez découvert que votre compagne était infidèle et vous ne savez pas si son enfant est vraiment le vôtre. Votre mari ne pouvait ou ne voulait pas être père, vous avez donc décidé de faire un enfant avec votre amant. Votre grossesse a fragilisé votre couple et vous avez eu une aventure avec un autre homme. Alors que vous attendez un enfant, vous hésitez à quitter votre mari pour votre amant ou vous venez de faire un choix. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie, une reconnaissance à vie. On dénombre 11 623 interventions par jour des sapeurs-pompiers, soit une toutes les 7 secondes et demie. Et c'est grâce à l'intervention de François que les 3 filles de Marie ont été sauvées. Et c'est pour lui rendre hommage que vous êtes présente aujourd'hui. À quelle occasion avez-vous revu François après cet événement? Céline a été médaillée. Médaillée de quoi? Alors j'ai été médaillée. J'ai eu la médaille du courage et du dévouement par le préfet de la Haute-Vienne, avec François, tous les deux, pour avoir sauvé mes sœurs. Voilà. Donc vous aviez quel âge sur cette photo? 11 ans. Quel âge? J'ai eu l'incendie à 11 ans, donc le médaillement c'était quelques mois plus tard, donc 12 ans. Vous étiez impressionnée? Oui, répétition. Répétition, ouais, c'est vrai ça. Et François était à côté de vous, là? François est juste à côté, là, en tenue.
Pourquoi n'avez-vous pas gardé contact avec lui, à cet homme qui a autant compté pour vous? Oui. En fait, c'est assez paradoxal. D'abord, j'ai quitté la région parce que pour moi, c'était important de m'éloigner de ce lieu-là. Et je sais que je lui dois beaucoup, mais voir François, c'est aussi se rappeler. C'est aussi revivre, peut-être par intermittence, mais revivre cette histoire. Et c'est difficile. Tu te rappelles de François, toi, Lydie? Je me rappelle qu'avant, il était chauve. La dernière fois que je l'ai revu, il avait de la chevelure. J'avais l'impression qu'il était grand. Alors, évidemment, vous auriez aimé le revoir, ce François, mais il est aujourd'hui sur une intervention et donc il n'a pas pu être avec nous. Bien entendu, nous avons essayé de le contacter. Et cette intervention qui lui tenait à cœur, eh bien, c'était celle de revoir une mère et ses 3 filles. Merci d'accueillir François. Bah alors, il n'a pas de cheveux? Je croyais que ses cheveux avaient repoussé, moi. Tu es contente de nous, là? Bon, alors on va faire la pêche au mouchoir, peut-être. Oh, Lydie, elle est vraiment émue. Merci. Alors François, vous qui êtes habitué à faire plusieurs interventions par an, vous nous avez confié être peut-être plus stressé dans les coulisses, là, aujourd'hui, que le jour de cette intervention. Un petit peu, oui. Quelle raison? C'est particulier d'être ici. C'est particulier de les retrouver, surtout. Et puis, j'avais envie de les revoir. Et je pense qu'elles en avaient besoin aussi. Donc, c'est pour ça que je suis là. Voilà, un petit peu... Qu'est-ce qui vous a autant bouleversé dans cette intervention? C'est une intervention où on sauve des vies. Dans une carrière de pompier, c'est une très très belle récompense. J'ai eu la chance de sauver des enfants, donc on s'en souvient toute sa vie. Voilà. Vous avez sauvé beaucoup de vies? Comme ça, non. On aide beaucoup de personnes, mais là, ça a été un sauvetage particulier. Très particulier. C'était important pour vous de les revoir aujourd'hui? Oui, c'était important de les revoir parce que je pense qu'elles en ont besoin, on en a tous besoin. C'était important aussi pour mon entourage, pour ma femme, mes enfants, parce que j'avais 2 filles qui étaient nées à l'époque et la petite n'était pas là. Donc elle n'est pas contente parce qu'elle n'était pas là à l'époque. Elle en a entendu beaucoup parler, mais elle voulait voir, elle voulait savoir, elle voulait, comme Lydie, quoi, qui était là mais qui ne se souvient pas de tout. Et puis pour parler aussi un peu des pompiers, parce que je dois beaucoup aux sapeurs-pompiers. J'ai beaucoup appris avec eux, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Et même si ce jour-là, j'ai fait cette intervention tout seul, en sautant de mon lit. Ma femme a fait le 18. Enfin, ça a été très, très rapide. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur les pompiers? Moi, je les connais bien, les pompiers. J'en vois 400 chaque année au moment du Téléthon. Du moment du Téléthon. Dont à force, je vais tous les connaître, parce que ça fait 20 ans. Voilà, Ménigout aussi, où je suis, on fait une soirée Téléthon, nous aussi, voilà. À plus petite échelle, mais on fait une soirée Téléthon, bien évidemment. Et les pompiers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, on a tous les mêmes missions. Et c'est une très, très belle école. C'est des gens soudés, c'est des gens qui sont... Le maillage sapeur-pompier en France est énorme. Donc, dès qu'il y a besoin, pour cette intervention, on a eu besoin de nos collègues alentours. Et c'est arrivé très, très, très vite. Parce que moi, j'ai été réveillé par... il était 2h30 du matin, 2h28 du matin exactement. Et à 2h40, j'arrivais sur la place des Cloîtres avec le camion des pompiers. Donc, en une bonne dizaine de minutes, le sauvetage était fait. J'étais remonté à la caserne et on était redescendu pour éteindre l'incendie qui faisait des ravages dans l'appartement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? Quelle a été l'origine de l'incendie? On l'a su? Il semblerait que ce soit une guirlande, mais... C'est ce qu'on m'a dit aussi. Voilà. Une guirlande de Noël, électrique de Noël. Voilà. Très dangereux quand même, ça. Oui, soyez prudents.
Très dangereux. Très dangereux, ouais. Et en fait, elle ne pouvait pas aller voir ses enfants parce que le feu était pris entre les deux parties de l'appartement, entre les chambres et où elle se trouvait. Donc elle ne pouvait absolument pas accéder à la partie arrière. Je n'avais pas le choix que de sauter et de Ouais. faire le tour. En fait, tu as sauté sur un toit plus bas, pas directement du premier étage. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à François, Marie et les filles? Mais quoi dire à François? C'est toute la question. Qu'est-ce que je peux rajouter? Merci, c'est trop court, c'est trop banal. Non, ça me suffit. Je sais bien que ça te suffit, mais moi, ça ne me suffit pas. Tu n'es pas juste le voisin d'à côté à qui on va frapper un soir parce qu'on a un incendie. Tu es le monsieur qui a sauvé la vie de mes filles. On a une attache avec. Enfin, moi j'ai une attache avec elle, forcément. Donc parce vous allez que vous c'est- revoir maintenant, là, vous n'allez pas rester si éloignés les uns des autres, non? Oui, on va se revoir, bien sûr. On va garder contact. On va s'échanger les téléphones en sortant, bien sûr. Hein? Yvonne, est-ce que cette reprise de contact va leur permettre de tourner la page? On sent quand même à quel point le traumatisme est présent, l'émotion est Les là. souvenirs ne sont pas les mêmes. Donc vous, du coup, vous êtes déculpabilisé parce que vous ne pouviez pas faire autrement que de sauter. Donc c'est ce que vous dites. Et ce qui est important, c'est que l'émotion vient après coup. Quand vous êtes dans le feu de l'action, il y a un tel dédoublement. Donc, L'expression on a dit... est bien choisie, chère Yvonne. Ah bon? Dans le feu de l'action. Ah oui, pardon. Vous savez, je parle comme ça, vous voyez, ça vient spontanément et l'émotion vient après, grâce à vous. Et donc je crois que après coup, il y a l'émotion, il y a la possibilité de dire, mais parce que quand on est face à un tel événement où la vie est en jeu, eh bien, on ne réfléchit pas, c'est un réflexe. Et on a, comme on a dit tout à l'heure, une force extraordinaire due à cette adrénaline qui vous porte. Et on disait que c'était multiplié par 7. Est-ce que vous avez eu ce genre Je vois le visage de Jean-Henri, qui regarde ça avec émotion aussi et qui, j'imagine, aimerait bien vivre cette situation un jour. Ah, c'est une possibilité. De retrouvailles. Ouais. Hein. Ouais, bon, avoir des nouvelles surtout. Il a une bonne tête, hein, ce François, en tout cas. Sympathique. Oui, vous vouliez dire, Marie? Oui, je voulais rajouter quelque chose qui, pour moi, est important. Et je me suis promis de le faire aujourd'hui. D'abord, premièrement, je suis plus que fière de mes filles. Vous pouvez, parce qu'elles sont ravissantes. ravissantes. On a des liens particuliers les unes aux autres, que n'ont peut-être pas les autres familles. Grâce à cet événement, ça rapproche. J'ai aussi un lien plus que particulier avec François, à qui je dois tellement. Et je voulais dire aussi à d'autres petites personnes de notre village de l'époque, je voulais leur dire que je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas une maman indigne, entre guillemets. Vous savez, dans les petits villages, il y a beaucoup de candidatons ensuite. Parce que les événements, il n'y en a pas tous les jours. Mais il y a beaucoup de candidatons. Pourquoi on vous a accusé de quoi? D'être une maman indigne, d'être dehors, et que mes filles, elles soient dedans, que ce n'était pas possible. Tout un tas de choses comme ça. Si vous étiez resté dedans, tu as fait ce qu'il dedans, fallait parce que tu vous es venu me chercher et tu pouvais pas faire autre chose. Les filles, mais oui, mais tu pouvais pas faire autrement. Ce que tu as fait, c'est bien, sinon elles seraient plus en vie, c'est tout. C'est tout. C'est ça, vous n'auriez pas pu les ça a été une chaîne. sauver Toi, si tu es venu me chercher, tu savais que j'étais pompier. T'as tambouriné à la porte, c'est le chien qui nous a réveillés. Ma femme a fait le 18. Tout s'est enchaîné très très vite et ça a été. Qu'est-ce que vous avez 10 ans, on vit avec ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux gens de du leur village? dire que je ne suis pas d'accord avec que, comme dit François, aujourd'hui on sait qu'on a fait le bon choix. Aujourd'hui on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire à nous tous. C'est vrai que dans ce genre de situation, non seulement on vit l'horreur de l'angoisse, de la perte, après d'être cher, et après on subit en plus les rumeurs, et les candidatons. Donc voilà, je voulais en profiter pour leur dire, soit, pensez ce que vous voulez. En tout cas, nous on est bien, on est heureux, on a envie surtout. Merci en tout cas et bravo François. Agnès, oui. Je pourrais juste rajouter un petit mot concernant Céline, parce qu'elle a eu une médaille qu'elle a bien méritée. Et en fait, tout à l'heure, j'étais en coulisses et j'entendais, on ne savait pas si c'était la peur, tu étais terrorisée, mais en fait, tu m'obéissais. Je te disais que tu as quand même jeté ta petite sœur par la fenêtre, il ne faut pas l'oublier, pour que je l'attrape. Et elle a vraiment été très très forte ce jour-là.
Vraiment une très très belle récompense que tu as eue. C'est un sifflet que vous portez là? Non, 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 c'est pas un sifflet, c'est une fourragère. Une quoi? Une fourragère, c'est une distinction que nous avons dans les Deux-Sèvres. Il y en a, hein, des distinctions là. Il y en a, ouais. Ça, Donc c'est vous les avez médailles. quel grade alors là? Lieutenant. Lieutenant. Bravo. Agnès, on va continuer avec vous. Vous êtes ici aujourd'hui pour retrouver l'homme qui a sauvé votre fille de la noyade. C'était il y a 26 ans. Comment avez-vous vécu les jours qui ont suivi cet événement? Alors le soir même, voilà, ça a été prendre soin de ma fille, etc. Mais le lendemain, et sur une semaine voire plus, ça a été terrible parce que je vivais enfin, ce que j'aurais dû vivre si le monsieur n'avait pas sauvé, quoi. C'était infernal, infernal. Vous imaginiez le pire en permanence? Ah ben oui, oui. Est-ce que vous êtes culpabilisée? Oui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai occulté, justement. On n'en parle plus, voilà, c'est... Est-ce que cet événement a eu des conséquences dans la relation que vous avez établie avec votre fille? Alors moi, jusqu'à un certain temps, je ne pensais pas. Mais effectivement, on a eu une fusion incroyable, enfin un amour d'un côté comme de l'autre, qui dépassait l'entendement. Est-ce que vous l'avez ultra protégée du coup? Je n'ai pas eu l'impression, mais énormément aimée, et elle m'a énormément aimée. Ça a été quelque chose de terrible, terrible parce que les gens regardaient ça avec un œil bizarre. Ils disaient comment on peut s'aimer à ce point, tout ce qu'on faisait était ensemble, rien n'a été, on faisait rien séparé. Vous étiez fusionnel. Un fusionnel total. Alors vous avez eu d'autres filles? Oui, vous avez trois filles, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Quel message voulez-vous faire passer aujourd'hui par votre présence? Peut-être vous adresser au monsieur qui l'a sauvé il y a 26 ans? Mais dans un premier temps aussi, m'adresser à toutes les personnes qui m'entouraient, qui n'ont pas toujours compris ma façon d'aimer ma fille. Même mes filles, mes deux aînées avaient du mal, parce que c'était un peu compliqué pour elles. Mais c'était inconscient, ça se passait... voilà, et je pense que ça vient de cette histoire. C'était si dur que ça à supporter, ces remarques? Mais pour moi, pas vraiment, mais mes enfants, mes aînés en ont souffert. Oui, oui, oui. Et puis, donc, à ce monsieur? Ce monsieur, c'est... Voilà, ce serait la conclusion de la réussite, enfin, de la réussite, comment dire... de cet accident qui n'a pas eu lieu, en fait. Enfin, qui n'a pas abouti, et Dieu merci. Voilà, je voudrais pouvoir le voir, lui dire toute ma gratitude, parce que c'est tellement... Eh bien, peut-être aurons-nous le plaisir de vous recevoir ensemble sur le plateau ce serait avec l'Histoire plaisir. continue. Ce serait avec plaisir, merci beaucoup. J'espère qu'il entendra votre message. Merci. Aurélie, votre petite fille Maëlys est née à 6 mois. C'est grâce aux soins et à l'attention d'une infirmière particulièrement dévouée qu'elle s'est vite rétablie. Vous disiez tout à l'heure qu'elle l'a coachée en sorte, cette petite fille née prématurément, et qu'elle n'avait pas le même comportement en son absence. Hein. Vraiment, on avait l'impression qu'elle s'accrochait à cette infirmière. Elle est sortie en septembre 2011. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec Laetitia après votre sortie et la sortie de Maëlys? Oui, tout à fait. On a commencé par des emails parce que comme on ne se connaissait pas plus que ça, donc je me disais le numéro de téléphone, c'est peut-être un peu trop direct. Donc je lui donnais des nouvelles régulièrement en disant qu'elle va bien, elle boit bien, enfin les premières vies de Maëlys. Et puis après, j'ai proposé qu'on échange nos numéros pour pouvoir que ça soit plus direct pour nous avoir. Et puis, je lui ai proposé même de venir un jour avec son compagnon pour qu'on puisse se connaître en dehors que dans le milieu médical. Et elle a accepté. Et vous êtes devenus très proches? Très proches, oui. À quel point? Au point que ça soit devenu sa marraine. Alors, il est temps d'accueillir cette petite fille qui aujourd'hui est en parfaite santé. Merci d'applaudir chaleureusement Maëlys. Dans les bras de Sophie. Bonjour. Coucou mon amour. En pleine forme physique? Aucune séquelle de sa naissance. C'est une immense chance. Ses petits poumons vont bien?
En fait, on n'en voit pas on le voit pas, mais ils nous ont dit que ça se rétablirait avec l'âge en grandissant. Mais on n'en voit aucune séquelle à l'heure du jour, en fait. Donc vous nous disiez que la jolie conclusion de cette histoire, c'est que Laetitia est devenue sa marraine. Voilà, sa marraine. Voilà. Et donc là, c'était le jour du baptême? Voilà, c'est ça. Et vous voyez souvent? Oui, on essaye très régulièrement, mais comme on est toutes les deux en horaire décalé, donc c'est parfois difficile de se voir, en fait. Mais on fait au maximum de ce qu'on peut dans notre temps libre, etc. Et donc, en conclusion, vous diriez quoi? Vous lui adresseriez quel message? Je pense déjà le plus bel hommage que je lui ai fait, c'est de lui demander de la marraine, qui l'a touché énormément. Ouais. Il l'a même presque... qui l'a touché, et puis bravo pour le métier qu'elle fait aussi à l'heure du jour. Et bravo à toutes les infirmières qui s'occupent de la néonatologie. Elle a les yeux très bleus, cette petite fille. Elle tient de qui? De ses grands-parents. Ça saute une génération par moment pour avoir les yeux bleus comme ça. Attention. Tu me donnes la main? Non, tu t'en vas. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour ces témoignages bouleversants, pleins d'émotions. On espère que vous aurez des nouvelles des personnes que vous recherchez et puis qu'on aura le plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'Histoire continue. Merci Yvonne aussi. Vous avez sans doute pu constater que nos invités nous disent souvent que leur passage dans l'émission a marqué un tournant décisif dans leur existence. Aujourd'hui, c'est un sentiment partagé par Kevin et par Anne-Eva. Comme vous, bien sûr, je suis curieuse de savoir ce qu'ils sont devenus. Et dorénavant, je vous proposerai chaque jour de prendre des nouvelles de celles et de ceux qui vous ont particulièrement marqué. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'Histoire continue. Kevin, le 25 mars 2011, j'avais eu le plaisir de vous recevoir avec Morgane, votre compagne. Rappelez-nous sur quel thème vous étiez venus tous les deux. Alors, le thème, c'était « Il faut que tu changes, sinon je te quitte ». Ah, au moins c'est clair. Pour quelles raisons lui aviez-vous posé cet ultimatum à l'époque? À l'époque, elle était mal dans sa peau, par un surpoids. Puis moi, je la désirais plus. Enfin, elle avait un manque de confiance en elle. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait qu'elle change. Vous étiez ensemble depuis combien de temps tous les deux? Depuis 3 ans. Alors, pour faire réagir votre petite amie, vous n'avez pas hésité à employer la manière forte. Et à l'époque, Morgane était bien décidée à multiplier ses efforts pour ne pas vous perdre. Alors, en venant sur notre plateau, elle s'était lancée un sacré défi. Je vous propose tout de suite de découvrir si votre ultimatum a finalement porté ses fruits. Même si dans le fond de moi, je savais que j'avais grossi, je voulais pas me l'avouer. Il y a 2 ans, Morgane était venue sur notre plateau avec Kevin, son compagnon, pour exprimer son mal-être suite à sa prise de poids. Son couple était au bord de la rupture. J'ai pris 17 kilos. Aujourd'hui, je pèse 105. Je lui ai dit, il va falloir que tu te bouges et que tu fasses du sport, tout ça, sinon moi je m'en vais. Quoi. Ça fait plaisir en général, ce genre de remarques. J'étais ravie. Donc c'est vrai que j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, c'est pas possible. Même si dans le fond de moi, je savais que j'avais grossi, je voulais pas me l'avouer. Donc c'est vrai que j'ai pleuré. On a eu une grosse dispute. J'ai tout cassé dans l'appartement. Ah ouais. Mais le vrai problème ne venait pas de l'attitude de Kevin, mais plutôt du mal-être de Morgane. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas croire que les autres nous trouvent jolies ou nous aiment. Donc c'est vrai que je tiens tellement à lui, que j'ai tellement peur de le perdre que je l'harcèle. Donc ça va du 50 SMS par jour à 30 appels par heure. Oh là là, heureusement que vous êtes là aujourd'hui. Mais là, c'est correct. Là, Frédéric va vous remettre sur le droit chemin tout de suite. Le problème de jalousie, c'est un manque de confiance en l'autre, mais un manque de confiance en soi à l'origine. C'est paradoxal quand même cette attitude, parce qu'en même temps vous êtes jalouse et vous l'espionnez sans arrêt, et vous lui passez 50 coups de fil par jour, et à côté de ça vous faites rien pour le séduire. Donc il y a quand même de quoi aller voir ailleurs pour lui. Oui, mais s'il y va, ça va pas le faire. De toute façon, il faut que je change. Deux ans se sont écoulés depuis que Morgane a participé à l'émission. Et dans sa vie, beaucoup de choses ont changé.
Mon couple, il était au bord de la rupture depuis quelques temps, oui, parce qu'il voyait, Kevin, que je me laissais complètement aller. Grâce à notre spécialiste, Frédéric Farigou, Morgane a eu le fameux déclic dont elle avait tant besoin. Frédéric Farigou m'avait dit « Tu devrais aller voir un psychologue, tu devrais te faire suivre par une nutritionniste et tout ça ». Du coup, j'ai suivi son conseil, c'est ce que j'ai fait. Et je suis carrément allée me faire poser un anneau gastrique en décembre 2011. Aujourd'hui, j'ai perdu 46 kilos. Je suis à 76 kilos aujourd'hui. C'est vrai que c'est un changement complet dans ma vie, complètement. Vas-y. C'est mieux ? Après, pardon, j'ai une porte en bouche. Je m'excuse. Je vois que ça passe partout. Je m'excuse. Si Morgane a fait tous ces efforts, c'est avant tout pour sauver son couple. La jeune femme, mieux dans sa peau, a totalement changé de comportement et Kevin est plus amoureux que jamais. Et Kevin a complètement changé depuis l'émission. Il m'a soutenue, mais à un point que même moi, j'aurais même pas espéré. Maintenant, c'est même pas comparable. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. J'ai l'impression de redémarrer un nouveau couple, en fait, d'être à nouveau moi-même, de me sentir hyper bien, j'ai la joie de vivre, je rigole tout le temps. Je pleure pour un rien, mais pas parce que je suis triste, parce que je suis heureuse, justement, de pouvoir vivre ma vie comme je l'ai toujours voulu. Stéphanie, sa meilleure amie, et Kevin, son conjoint, ont pendant plusieurs années vécu la souffrance de Morgane au quotidien. À l'époque, elle se laissait aller au niveau de ses vêtements. Elle s'habillait avec des joggings, elle se maquillait pas, elle mettait que des vêtements noirs, pas de couleur. C'était pour cacher son surpoids. Morgane manquait énormément de confiance en elle. Plus le temps passait et plus ça devenait vraiment limite un cauchemar pour elle. Je voulais que Morgane change parce que c'était pas une vie pour notre couple et pour elle non plus. À partir du moment où il y a eu l'émission, Morgane a changé du tout au tout. Ça a vraiment été une prise de conscience. En quelques mois, Morgane s'est métamorphosée et elle surprend Kevin chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, Morgane est très féminine. Au niveau de son maquillage, de son style vestimentaire, de sa façon de se comporter, elle a vraiment changé. Alors, elle fait plus femme. Il y avait Morgane avant, où il y avait des doutes, des pleurs. Et maintenant, il y a Morgane qui rigole, qui a confiance en elle, qui fait plaisir à voir. Et j'espère qu'elle va rester comme ça longtemps. Aujourd'hui, Morgane est beaucoup moins jalouse. Elle m'appelle moins souvent. Elle me harcèle plus. Je peux discuter avec d'autres filles, ça la gêne plus. Parce qu'elle a confiance en elle. Morgane est tellement bien dans sa peau qu'aujourd'hui, au sein du couple, les rôles sont même inversés. Maintenant, c'est bien moi qui est jaloux. Je fouille tout maintenant. J'ai tellement peur maintenant qu'on me la pique que je fais attention à tout. C'est un jour particulier pour Morgane. Elle a pris une grande décision et tient à l'annoncer à sa meilleure amie, Stéphanie. Cet après-midi, je vais faire une surprise à Kevin. Ah, une surprise? Ouais. Comme, tu sais, il savait qu'avant que j'étais hyper mal dans ma peau et tout ça, j'ai prévu de faire un shooting photo. C'est vrai? Ouais. Ah, c'était classe. J'ai acheté de la lingerie, quelques t-shirts, une robe et tout. Je vais te montrer. Pour que la surprise soit totale, Morgane n'a rien laissé au hasard. En 5 ans de relation, Kevin ne l'a jamais vue en robe et cela sera une grande première pour le jeune homme. Alors? Non. Bon, après, il n'y aura rien en dessous, hein, mais... Comment ça te change? Ça fait beau? Je te jure, je trouve plus mes mots, ça te change, c'est un truc de malade. C'est la première fois que tu me vois en robe, en fait. Ah mais oui. Ça fait bien? Magnifique. De toute façon, on verra bien après le shooting photo, on va voir comment il réagit et tout ça, puis... Surtout, tu profites, tu te fais plaisir, Ouais. vous passez ce moment inoubliable tous les deux. Ouais, puis il verra que je l'ai fait par amour pour lui, donc je pense pas qu'il me tape une crise de jalousie, mais non, on va croiser les doigts, quoi. On va croiser les doigts. Exactement. Morgane a donné rendez-vous à Kevin chez le photographe. Le jeune homme ne sait pas qu'il va découvrir sa petite amie sous un nouveau jour. Chérie. Ça va? Oui. Toi? Oui, je t'ai fait venir ici parce qu'en fait j'avais une petite surprise. Viens, on y va.
Voilà. Ça te plaît? C'est vrai? Première fois que tu pleures. C'est jour de fête, hein? Pour la première fois, devant les yeux ébahis de Kevin, Morgane ose mettre ses formes en valeur et joue même avec l'objectif. Qu'elle soit en lingerie, c'est une première fois et ça fait bizarre. Je pense pas que ce serait tout le temps, je ne saurais pas faire tout le temps. Voilà, ouais, super. C'est génial. Ça vous plaît? Ah, vous avez fait un travail de dingue. C'est magnifique. Ça te plaît? Ah oui, c'est beau. T'aurais pas cru, hein? Non, pas cru du tout. Bah moi non plus. Je pensais pas que j'y arriverais. Je suis très fier d'elle. C'est quelque chose de positif pour elle et aussi pour nous. Ça va nous permettre d'avancer, puis de voir qu'elle se bat et qu'on s'est battu pour qu'elle arrive là où elle en est. Ça fait vraiment plaisir. When the wind is blowing in your face. Sometimes in life you don't see straight. Tu sais très bien que je t'aime et que de toute façon c'est avec toi que je veux terminer ma vie. C'est le plus important. When your head is in a certain place. Morgane, qui se retient, qui se retient, qui se retient. Il ne faut pas faire couler le maquillage. Alors, vous nous aviez extrêmement touchés. Je me souviens quand vous étiez passé dans notre émission. Oui. Et depuis que je vous ai rencontré, vous êtes absolument transformée. Quel a été votre premier réflexe en sortant de notre plateau? En fait, j'ai suivi les conseils de Frédéric Ferrigou. Elle m'avait dit d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un nutritionniste. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est la première chose en sortant de l'émission. Du coup, j'ai pris contact avec nutritionniste, psychologue, en parler à ma famille aussi. Et du coup... parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de me voir comme ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ses conseils. Donc, ça vous a motivé? Vous vous étiez fixé quel objectif? En fait, au départ, déjà, j'étais hyper motivée en sortant de l'émission pour perdre du poids. Donc, du coup, la nutritionniste m'avait prévu des menus pour que j'ai l'alimentation pas trop dure, mais à la fois que je puisse perdre. Donc, j'ai perdu 15 kilos. Non, 9 kilos au départ. Et en fait, j'ai perdu un peu la motivation parce que pendant un certain temps, je ne perdais plus. Du coup, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, plus encore du poids, ce qui m'a fait prendre 15 kilos en tout. Du coup, j'étais complètement démotivée. Donc, à ce moment-là, vous avez décidé de recourir à une opération? Exactement, ouais, je me suis fait poser un anneau gastrique en décembre. Et du coup... les 6 premiers mois, j'étais un peu démotivée parce que ça ne marchait pas. Donc au mois de janvier, je me suis fait resserrer l'anneau en fait. Et de là, il y a eu un déclic mais impressionnant. Et en 6 mois, un tout petit peu plus de 6 mois, j'ai perdu 46 kilos. C'est énorme. Oui. Vous avez l'intention de continuer? Pour l'instant, en fait, je vais rester déjà au poids que je suis parce que déjà, je suis beaucoup mieux dans ma peau. Et puis... il m'aime comme je suis, comme il m'a dit maintenant. Ah bon, ça y est, là, il vous aime comme vous êtes? De toute façon, là, je ne pourrais pas faire vraiment mieux. Donc, il sait déjà que je m'aime moi et c'est le plus important. Important pour lui. Oui, c'est ça, parce que je me souviens quand même d'un petit être fragile qui avait beaucoup de doutes sur elle-même. Exactement. Et ça va mieux aujourd'hui? Ouais, maintenant j'ai confiance en moi. Déjà, je regarde les gens dans les yeux quand on me parle. Je rigole tout le temps. Comme je disais dans le reportage, je pleure, mais pas parce que je suis triste, parce que je suis hyper contente tout le temps. J'ai la joie de vivre, quoi. Je suis enfin moi-même. Et c'est le fait d'avoir perdu ces kilos qui vous a donné cette joie de vivre? Ou c'est le travail que vous avez fait à côté avec une psychologue? En fait, la psychologue m'a suivie pendant quelques mois. Et en fait, le fait aussi d'avoir un soutien de mon conjoint, de mes amis, de ma famille, parce qu'ils se sont aperçus vraiment que je souffrais, c'était un tout en fait. Et le fait d'avoir perdu ce poids et de pouvoir enfin déjà porter des vêtements que j'avais toujours voulu porter ou me mettre en robe sans qu'on se dise « Ah, regarde, elle est grosse » ou « Ah, regarde, elle est moche ». Non, maintenant, les gens, ils peuvent me regarder, me faire des sourires. C'est hyper agréable. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas moche. Hein. Moi, je me trouvais très, très moche. C'était même ravissante. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin? Oui. J'ai l'impression que il vous regarde avec un regard admiratif, protecteur et peut-être même un petit peu inquiet. Oui, très inquiet même. On a l'impression qu'il veille au grain quand même. Hein. Oh oui, il y veille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il fouille mon téléphone. Parce qu'on a inversé les rôles. Maintenant, moi qui ne fouille plus le sien, qui suis gentille, qui ne râle plus. Lui, c'est le téléphone quand je suis sous la douche, l'ordinateur portable, même tout à l'heure en venant dans le train. Il a des raisons de s'inquiéter? Non, parce que je l'aime, c'est avec lui que je veux finir ma vie, il le sait très bien. Est-ce que vous avez peur qu'elle vous échappe? Tellement elle est bien dans sa peau? Oui, j'ai peur. Ouais. J'ai peur qu'elle parte. Ça.
On est sûr de rien. Enfin, moi, déjà, je suis pas sûr de moi-même des fois. Donc... Mais bon. Il paraît que là, contrairement à avant, vous lui dites plusieurs fois par jour que vous l'aimez. Ah oui, il me le dit au moins, il me demande du moins au moins 10 fois par jour si je l'aime. Toute la journée, je dois lui dire « Tu m'aimes, Kinou? T'es sûr que tu m'aimes » Je dis « Ça n'a pas changé depuis 3 minutes, Kevin, ne t'inquiète pas, je t'aime toujours. » Mais c'est hallucinant. Dites-moi, vous ne pensez pas qu'il devrait passer peut-être à toute une histoire? C'est ce que j'allais vous le dire. C'est ce que j'allais vous dire. Tu devrais faire un... Ça va te changer la vie, tu verras. Ça va marcher. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans la vie? Est-ce que vous envisagez de refaire des photos sexy comme ça? Par la suite, oui, parce que j'aimerais bien devenir modèle ronde. En fait, non, vraiment, là, on peut dire que vous avez carrément pris confiance en vous, alors. Vraiment. Exactement. Ouais, j'aimerais pas forcément du nu ou en sous-vêtements, mais pourquoi pas. Kevin, vous êtes d'accord avec ça? Non. Il veut pas du tout. Ah bah oui, non, je comprends. Après... Non, vous aimeriez qu'elle fasse quoi comme métier, vous, plus tard? Enfin, comment vous voudriez qu'elle occupe son temps? Tout sauf ça. Que je continue mes bijoux. Je continue dans ce qu'elle s'est lancée. Elle s'est lancée dans une création de bijoux et qui marche vraiment très bien. Et elle a vraiment du talent, parce qu'avoir la patience qu'elle a pour faire ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Là, vous emportez des bijoux que vous créez? Oui, exactement. Oh là là, c'est joli. Merci. Et je fais cela aussi. Très bien. Merci. Là, vous préférez ça aux photos, aux photos nues et sexy. Voilà, il n'y a pas de risque. Vous avez des projets tous les deux? Comment vous envisagez votre avenir? Déjà l'année prochaine, fin d'année prochaine, on voudrait se marier. Du coup, après par la suite, pourquoi pas un bébé, faire les choses dans l'ordre, comme ça au moins, pas de problème. Puis après, acheter une maison, ou faire les choses. On aura le droit de venir à ce mariage? Bien sûr. Il y aura plein de champagne, des macarons. Il y aura tout ce que... Bien sûr, avec plaisir. Il y a un vrai mariage de princesse? Ah oui, de toute façon, ce sera sur le thème féerique, donc ah bon? on sera tout à fait dans le thème, oui, exactement. D'accord. Elle est touchante, hein? Oh oui. Comment il vous regarde? Je ne me rends pas compte, en fait, parce que je suis avec lui depuis 5 ans et c'est... Bon, ça fait maintenant, depuis qu'on est passé dans l'émission, vraiment que son regard a changé. Mais c'est vrai que moi, je ne me rends pas compte comme je le vois tous les jours. Mais vous, comme des personnes qu'on voit généralement, ils le disent tout le temps. Mais comme il te regarde, c'est vrai que... Il sait que je l'aime en même temps. Donc, Vous vous en laissez pas quand même de ce regard? Ah non, bon. Qu'il continue longtemps, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Elle est vraiment charmante. On vous souhaite d'être heureux. Merci beaucoup, c'est gentil. Un joli mariage et de continuer à faire de beaux bijoux comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va nous replonger à présent dans l'histoire d'Anne-Eva. Nous avions fait votre connaissance le 16 novembre 2011 dans une émission intitulée « Suis-je une mère trop fusionnelle ?» À l'époque, votre petit garçon avait 5 mois et vous en étiez tellement accro que vous ne laissiez personne s'en occuper, pas même votre propre compagnon. Alors, comment avez-vous évolué depuis? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Je ne peux pas me séparer de mon enfant, je suis très fusionnelle. Depuis la naissance de son fils, Liam, Anne-Eva vivait une relation exclusive avec lui. J'ai pas le droit de le laisser tout seul. Il a besoin de moi. Il a besoin de sa maman. S'il est avec quelqu'un d'autre, il est forcément perdu. Quand on a préparé l'émission, vous nous aviez dit que quand vous le laissez, vous avez l'impression de le tromper. Oui, j'ai l'impression du fait de pouvoir des fois me dire je me sens bien alors qu'il n'est pas là. C'est une sensation insupportable parce que je me dis mais c'est comme si je le trompais. J'arrive à me sentir bien avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. C'est pas possible. La jeune femme avait le sentiment de ne faire qu'un avec son bébé et elle en oubliait son compagnon. Je me le suis complètement accaparée. Il y avait une bulle autour de nous et là, plus personne n'existait autour de moi. Ça doit être très très difficile à vivre pour votre compagnon, tout ça? Oui, il m'a fait plusieurs fois la réflexion, forcément. Ça se passe comment dans l'intimité, tous les deux? Je suis plus une femme en fait. Je suis plus une femme. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une femme, vous n'êtes qu'une mère. Oui. Sur notre plateau, Corinne, la mère d'Anne-Eva, nous confiait ses craintes quant au comportement de sa fille. Je trouve ça assez excessif, mais en même temps, je me dis qu'avec le temps, ça passera. Elle a déjà fait quelques efforts en voulant bien accepter papa, donner les biberons, mais c'est vrai que pour leur relation, je suis inquiète. Plus ça va et plus c'est dur pour moi de me séparer de lui.
2 ans plus tard, c'est une famille soudée que nous retrouvons. Aneva partage désormais son amour pour Liam, son fils de 2 ans, avec Gaylor, le père du petit. Maman va se préparer, tu restes avec papa? Tu restes avec papa? Aneva a appris à se détacher de Liam et n'hésite plus à laisser Gaylor jouer son rôle de père. J'aurais jamais imaginé qu'elle me laisse tout seul avec lui. Aujourd'hui, je peux lui donner son bain sans qu'Aneva elle soit à la porte en train de surveiller ce que je fais. Ça lui pose plus de problème, elle peut être dans une autre pièce ou être sortie faire quelque chose. Et voilà, je peux aussi lui donner à manger, prendre des initiatives que je pouvais pas faire avant sans avoir son accord. Et que je trouve mon rôle de père. Je suis pas du tout inquiète de laisser Liam avec son papa. Il s'en occupe très très bien. Je suis super rassurée. Je peux prendre ton biberon? Ouais. Pour papa? Ouais. Depuis que je passe plus de temps avec mon fils, je me sens mieux, je me sens plus épanoui, je peux profiter plus de lui. Maintenant que je laisse Liam à Gaylor, j'ai plus de temps pour moi, je peux plus prendre soin de moi, je me sens plus femme, quoi. C'est qui? Ce soir, Corinne, la mère d'Aneva, vient garder le petit Liam. Le couple a prévu de sortir dîner en amoureux. T'es contente de garder ton petit-fils ce soir? Oui, c'est que du bonheur pour moi, ma chérie. C'est bien. Maman, mon cœur, oui. Bon, alors, tu vas pouvoir sortir tranquillement. Ça va me faire du bien. Ouais. Ouais. Ça va pas... En amoureux. Ça va pas être comme la dernière fois où tu vas m'appeler... 10 fois dans la nuit. 10 fois dans la nuit. Comment va Liam? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il dort bien? À quelle heure il s'est couché? Ouais. Et oui. Non, ça va pas être pareil. Non, 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 non. Bien qu'Aneva reste une jeune maman très attentive, Corinne est ravie des efforts de sa fille. Depuis l'émission, je profite beaucoup plus de Liam. Ça te fait du bien? Ça fait du bien, ma puce. Ouais, ça fait du bien. On se découvre, on fait plein de choses ensemble. T'avais peur que je te le laisse pas, peut-être? T'avais peur que... Ouais, j'avais peur de pas profiter de mon petit-fils. Ah oui, ça t'a fait peur? Comme toute mamie devrait profiter de son petit-fils. Ouais. D'accord. Ouais, tu te l'accaparais. Non, non. Bon, on y va? Ouais. C'est parti? C'est parti. Allez, go. Maman, on fait des dessins, ma chérie? Allez, nous on va faire des dessins. À tout à l'heure, mon cœur. Pour l'équilibre de sa famille, Aneva a compris qu'il était important de se réserver des moments à deux. Je vais vous installer par ici, s'il vous plaît? Oui. Et Gaylor a enfin retrouvé la femme dont il était tombé amoureux. T'es super belle, ma chérie, ça va. Merci, mon cœur. C'est pour te plaire. Bah, tu me plais tous les jours. J'ai fait des efforts parce que j'ai vraiment besoin de te plaire. Parce que c'est vrai que la féminité dans un couple, si je continue à me laisser aller, comme on me l'a dit plusieurs fois, il risque de s'en aller et de te laisser. C'est vrai que je suis content que ça ait changé aujourd'hui quand même. Après tout ce que je t'ai fait subir, franchement, je veux dire, t'es l'homme parfait, quoi. Et on peut pas rêver mieux. Vraiment, vous avez ce que j'ai de plus cher au monde. Toi et Liam, vous êtes vraiment mes petites merveilles. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Vous vous applaudissez. Non, j'applaudis le reportage, c'était super joli. C'est adorable. Vous l'aviez vu l'émission? Oui, j'ai adoré. Ah ouais, elle m'a trop touchée. J'avais l'impression de revoir ma mère avec moi quand j'étais petite. Oui, très très fusionnelle, pareil. Vous avez vu les angoisses que ça provoque? Hein, Oui. quand même? Non, ça n'a pas été le cas tout le monde. Tout le monde n'a pas apprécié. Ah, mais vous la regardez tous les jours, l'émission? Oui, c'est mon émission préférée. C'est vrai? Oui, je regarde que votre émission, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Une fan. Pourquoi vous aviez souhaité participer à notre émission? Dans mon entourage, on me disait souvent, écoute Aneva, il va falloir que tu lâches un peu ton petit, que tu prennes un petit peu plus ta place de femme dans ton couple. Il va te falloir un déclic. Donc effectivement, j'ai une journaliste qui m'a contactée parce que j'allais sur les forums, je m'inquiétais beaucoup. À cette époque-là, je voulais allaiter. Je culpabilisais parce que Liam ne voulait plus téter. Donc c'était pas possible pour moi, encore quelque chose que j'avais pas envie de louper. Et donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je pense que si je peux avoir un déclic,
je fonce. Comment vous voulez expliquer cette fusion excessive avec votre fils? Alors, l'expliquer, je pense que déjà, ça pouvait venir effectivement du lien que j'ai eu avec ma maman, qui a perdu son enfant, donc mon frère, qui avait 8 ans d'une leucémie, donc il s'est complètement rattaché à moi, donc je ne voyais pas mon rôle de mère autrement. Et j'ai failli perdre Liam, pendant ma grossesse, j'ai failli perdre Liam. Voilà, j'étais hospitalisée parce que j'avais des contractions et je pense que... Ces deux angoisses réunies. Ces deux angoisses réunies ont fait que je me suis complètement attachée à lui. Enfin, attachée, ça c'est normal, mais c'était peut-être un petit peu trop. Quel conseil vous a donné Stéphane Clerget, notre pédopsychiatre? Alors à l'époque, il m'avait carrément dit d'aller voir un psychologue. Je me suis dit, bon, je ne pensais pas en être à ce point-là. Donc je crois que ça a été le vrai déclic. Je n'ai pas été voir de psychologue. Je pense que l'émission a suffi pour me... Alors, j'imagine que vous l'avez regardée, cette émission, quand elle a été diffusée, et vous vous êtes dit quoi? Au secours. Au secours quoi? Qu'est-ce qui vous a déplu? Déjà, j'étais plus féminine du tout. Enfin, bon, je crois qu'on a toujours du mal à se regarder vraiment. Quand même, ça va, il y a de la marge. Enfin bon, j'étais plus... Voilà, je me suis vraiment rendu compte dans mes propos choquants, comme j'avais l'impression de tromper mon fils. Bon, évidemment, je n'avais pas l'impression de tromper mon fils comme une femme trompe son mari. Ou bon, c'était le mot que je trouvais... C'était terrible de voir à quel point j'en étais arrivée. Je pense que c'était d'écouter aussi l'après-émission qui a fait que j'ai eu vraiment le déclic et je me suis dit, mais il va falloir bouger là. En quoi vous vous sentez différente aujourd'hui de celle que vous étiez à l'époque? Je ne culpabilise plus de laisser Liam à ma maman, à son papa, en me disant je vais m'éclater sans lui. Vous avez été séparée de lui le plus longtemps, combien de temps? 3 jours. Ah, c'est dingue, 3 jours. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 jours? Voilà, bon, ça a été dur, c'est sûr. À cette époque-là, j'avais déjà fait un petit peu d'efforts, mais j'avais eu une période de régression, on va dire, où j'avais eu plus de mal. Et ça a été vraiment le deuxième déclic, quand je m'en suis séparée 3 jours. Il est bien sans maman, il n'a pas... Et aujourd'hui, vous seriez capable de partir en vacances sans lui, par exemple? Faut peut-être pas... exagérer non plus. Faut peut-être pas exagérer. Mais non, pourquoi partir sans lui en vacances? Il a quel âge aujourd'hui? 2 ans. On va lui demander de venir nous voir. Viens me voir, Liam. Viens. Tu viens avec moi? Oh, il est trop mignon. Petite frimousse. Il s'appelle, lui. Comment il s'appelle, celui-là? Hein? Coucou, chérie. Hey, voilà, un petit garçon. Coucou. Voilà. Il a juste perdu son pantalon. Bonjour, mon chéri. Voilà. Bon, alors, en tout cas, je vais vous demander de signer le grand livre de toute une histoire. Morgane, c'est vous qui allez commencer en vous félicitant pour tout ce parcours. Merci beaucoup. Et pour les jolis bijoux que vous fabriquez. Merci. Et puis, je vous remercie à tous de votre confiance et de vos témoignages pleins d'espoir. À très vite, peut-être, pour d'autres témoignages. Bon après-midi sur France 2. Merci à tous. J'ai fait un test sans le dire à mon mari, qui s'est révélé positif, mais j'y croyais pas vu ce qu'on nous avait dit. J'en ai fait 6 autres. Ah oui, pour être sûr. Pour être sûr. Et ils étaient tous positifs. Les nausées, la fatigue, les migraines, la susceptibilité, le corps qui change. Leur grossesse ne s'est pas passée tout à fait comme elle l'avait prévu. J'étais intransigeante avec Vincent en fait. Fallait qu'il réponde à mes moindres besoins parce que je portais son enfant, j'étais enceinte de lui, donc il fallait qu'il soit là pour moi tout le temps. Et comment il le vivait, lui? Il a été très patient. Tout ce qui était lié à la grossesse, je le vivais mal, donc je faisais vivre mal la grossesse à tout le monde. Quel était votre seul objectif durant ces 9 mois? À quel point vous êtes-vous investi? J'ai donné de ma personne, j'ai pris 15 kilos. Ça n'a pas de prix d'avoir un enfant, quoi.
Il n'y a rien de plus beau. Je pense qu'on peut que se dire qu'on a de la chance quand on a des enfants, quoi. Woke up in the snow.